L'État et par définition toutes ces expressions au niveau local, régional, départemental ont toujours eu un rôle interventionniste dans l'art, mais en même temps avaient du mal à comprendre que l'art n'a pas besoin que d'intervention, il a besoin d'espace de liberté. Mais c'est normal, c'est la règle du jeu, il faut l'accepter. Bonjour, bienvenue dans À la Rennaise, l'émission du Mensuel de Rennes et du Télégramme, où on va boire un coup tous les mois avec un artiste rennais. Et aujourd'hui, on accueille Tarek. Bonjour. Bonjour. Tarek, tu es rennais, tu es street artiste, scénariste, rédacteur en chef de Paris Toncar Magazine et auteur du livre du même nom que tu réédites cet été. Aujourd'hui, on se retrouve au Pika, place de la Mairie. Explique-nous un peu pourquoi tu as choisi ce bar. En fait, quand je suis arrivé à Rennes, je venais souvent, le matin, je venais souvent écrire ici, avant qu'il soit refait à neuf comme maintenant. Et ça me plaisait parce que ça ressemblait un peu au café qu'il y avait à Saint-Lazare, dans certains quartiers de Paris. Donc j'avais l'impression parce que j'arrivais de Paris, donc j'avais l'impression d'être un peu à Paris tout en étant à Rennes. Et avec le temps, j'ai pris l'habitude de venir et en plus je connais un peu tout le monde. Donc quand je viens ici, je me sens bien, tout simplement. Tarek, c'est quoi ton livre Paris Toncar? Pourquoi c'est important de le rééditer 33 ans après? C'est un livre particulier, c'est le premier livre sur le graffiti parisien, donc le graffiti français. Il est sorti en 1991. C'est le livre le plus connu dans le monde avant que le graffiti soit connu dans tous les médias. En fait, le seul moyen de connaître le graffiti français, c'était un livre. Et ça a été mon livre pour le cas de la France. Pour les États-Unis, c'était Subway Art et Spray Can Art. Donc voilà, là, c'est les 3 livres les plus connus sur ce sujet, du moins les 3 livres fondateurs, les 3 livres mythiques. Et le mien, contrairement aux 2 autres, était indisponible depuis 1998. Alors pour vous situer quand même, c'est un livre avec des photos d'œuvres de street art qui à l'époque étaient faites dans le métro, un peu partout, et il n'y avait pas internet, donc tu devais parfois attendre des heures et des heures dans le métro à enquêter comme un détective pour essayer de tomber sur la personne qui avait fait l'œuvre qui t'avait tapé dans l'œil. Tu as bien résumé la chose. En fait, le fait qu'il n'y ait pas Internet, ça a été une grande opportunité pour moi parce que ça m'a obligé, alors, je ne savais pas qu'Internet allait exister, mais ça m'a obligé à avoir un travail d'enquêteur, un travail d'investigation parce qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui faisait quoi et comment. Le seul moyen d'avoir accès à ce monde-là, c'était d'en faire partie. J'en faisais partie. Déjà, donc j'avais fait la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'était de passer du temps à regarder qui faisait quoi sur telle ligne, tel terrain. Quand je repérais une personne qui avait des taches d'encre ou les mains un peu avec de la peinture ou qui se baladait comme moi dans le métro, donc j'allais le voir. Et ça a été de fil en aiguille, des rencontres qui ont amené d'autres rencontres et ainsi de suite. Et finalement, Paris Toncar, c'est à la fois un livre d'enquête, un livre qui est un marqueur temporel de cette période, et c'est aussi toute une aventure humaine, une aventure picturale, une aventure artistique. Et c'est vrai que le fait de le ressortir, c'est aussi de rappeler que la seule trace qui reste au final d'une œuvre peinte dans la rue, légalement ou illégalement, ça reste la photo. Et le livre est le meilleur support pour montrer cet art. Parce que Internet, finalement, quand on est sur Internet, on va voir une photo, 2 photos, 10 photos, 50, 100. Il n'y a pas de scénarisation, il n'y a pas de mise en perspective. Là, il y a du texte qui met en perspective, qui explique, qui raconte. Et c'est la force de Paris Toncar. Parce qu'il sort en 91, j'ai à peine 20 ans. J'ai commencé à 16-17 ans à le faire. Il y a toutes mes tripes dedans. Donc c'est un livre à la fois fondateur pour moi, mais c'est aussi un livre fondateur pour ce mouvement. Et il était important de le ressortir parce que c'est l'époque où on doit maintenant penser à transmettre le patrimoine et quelle meilleure manière de le faire qu'avec un livre. Alors justement, l'époque a bien changé, le regard sur le street art a changé. Je crois qu'en ce moment, il y a une exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes sur le graffiti, donc qui se termine en septembre. C'est quoi la position de Rennes vis-à-vis du street art? C'est une ville qui le valorise?
Oui, oui, à Rennes, c'est une ville très dynamique à ce niveau-là. Il y a le mur de Rennes, d'ailleurs je l'ai fait. Toute l'équipe du mur de Rennes est exceptionnelle. Ils mettent en avant beaucoup d'artistes. D'ailleurs, ils permettent aux Rennais de rencontrer des artistes du monde entier, hein. Il y a eu des gens qui venaient de France, d'Europe et d'ailleurs. Donc il y a cet aspect-là qui est important. Ensuite, la ville de Rennes met à disposition plusieurs murs autorisés, ce qui permet à des plus jeunes ou des très jeunes de peindre sans être dans une situation de stress ou de peur. Et après, il y a toute une scène graffiti et street art très diverses et variées, avec toutes les générations, et c'est ça qui fait sa richesse. Mais c'est un peu normal, on n'est pas loin de Paris. Rennes est aussi une capitale régionale, une capitale estudiantine. Donc une ville où il y a quand même 90 000 étudiants, il y a beaucoup de jeunes. Donc forcément, parmi tous ces étudiants, il y en a qui vont pratiquer, qui ont pratiqué ou qui pratiqueront le graffiti. Il y a aussi 4 ou 5 écoles d'art. Donc il y a tous les ingrédients pour faire, Ça foisonne. voilà, pour faire une ville vivante en termes d'art urbain et en termes d'art vivant, hein. Avec peut-être une petite ambivalence du côté de la puissance publique. Je pense par exemple au mois de juillet, lorsque la ville de Rennes, qui commande des œuvres d'art à War, a effacé une partie de sa plus récente fresque parce que cette partie était jugée anti-police. Ah oui, oui, alors Un petit paradoxe. Ouais, mais ça c'est normal. Après, j'allais dire, c'est le paradoxe de la France. C'est pas la ville de Rennes, c'est la France. Depuis Louis XIV, en fait, parce que Louis XIV a centralisé l'État, mais il a aussi centralisé la commande publique d'art. Il a compris très tôt, comme les Médicis avant lui, que l'art était un des leviers de la politique pour asseoir son pouvoir. Donc l'État, et par définition, toutes ces expressions au niveau local, régional, départemental, ont toujours eu un rôle interventionniste dans l'art, mais en même temps avaient du mal à comprendre que l'art n'a pas besoin que d'intervention, il a besoin d'espace de liberté. Mais c'est normal, c'est la règle du jeu, il faut l'accepter. Et si on efface un peu, c'est pas grave, parce qu'il en a fait d'autres ailleurs. Mais c'est ça qui est marrant, parce que ça crée du débat aussi, c'est ça qui est intéressant. La preuve, vous me posez cette question. Et s'il n'y avait pas eu cet effacement, on n'aurait jamais eu à en parler et surtout on n'aurait pas eu à évoquer le fait qu'en France, la politique vis-à-vis de l'art, elle est très particulière par rapport à d'autres pays. Hein, il y a plus d'intervention de l'État, mais moins par rapport au graffiti, parce que le graffiti étant né hors de l'académie, ils ont encore du mal à le comprendre, je pense. Alors le graphe s'est mondialisé, on peut... Ah, je crois que nos commandes arrivent, merci. Super. Toi, t'as pris quoi? Un DK allongé. Un DK, pourquoi? En fait, ça vient de l'époque où j'étais étudiant à la Sorbonne. Les places de la Sorbonne, j'allais souvent au café et, pour écrire mes dissertes d'histoire ou pour lire des livres, je commandais un café allongé parce que c'était le rapport temps qualité-prix était le plus intéressant. Et donc j'ai pris l'habitude de boire des allongés. Et après, j'adore le café, surtout les mochas. Et le café, maintenant les études le prouvent, est une boisson très bonne pour la santé, contrairement aux idées reçues. Et voilà, l'amertume du café me plaît beaucoup aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui dans le graphe de style rennais, comme il y a eu un style new-yorkais, ou est-ce que c'est tellement mondialisé qu'il n'y a plus vraiment de spécificité locale? Non, non. À Rennes, il y a, dans la scène rennaise, il y a tous les styles qu'on retrouvera ailleurs de manière équivalente. Et il n'y a pas une affirmation d'un style plus qu'un autre. Tous les styles qu'on va retrouver à Lille, Roubaix, Tourcoing, Marseille, Lyon, Paris, on le retrouve à Rennes. C'est la mondialisation aussi du graffiti. À l'époque de Paris-Toncard, il y a une scène américaine, ensuite il y a une scène allemande, une scène anglaise, une scène française qui sont très très particulières, qui ont des particularismes. À la rigueur, ce qu'on peut retrouver maintenant dans le monde, c'est plus l'utilisation de calligraphie spécifique au pays. Par exemple, le graffiti en langue arabe, on utilise l'écriture arabe. Dans d'autres langues, on va utiliser l'alphabet de ces langues-là. Et donc c'est spécifique plutôt à des typographies, mais sinon le style américain qui s'est imposé au début a été modifié selon la sauce des pays dans lesquels il est arrivé. Et maintenant, finalement, il y a des gens ici à Rennes qui vont avoir un style très américain, d'autres un style très personnel, très cartoon. Il y a tous les styles et c'est ça qui est intéressant. Alors toi qui pratiques street art, Tarek, c'est quoi la différence entre faire un collage dans la rue, par exemple, et dans une galerie? Qu'est-ce que tu ressens de différent? En fait, la galerie n'est que... c'est un grand débat. Tu mets le point sur un problème qui est beaucoup discuté dans ce milieu. C'est
vantons notre âme en allant dans la galerie. Ben non, ça c'est, je dirais, une réflexion qui est très française. Les Américains, tous les premiers Américains qui peignaient dans le métro, ils ont fini dans des galeries, ils ne se posent pas la question. Donc à force de se poser la question en France, on rate peut-être le coche. Moi, j'ai commencé à exposer en galerie, dans des galeries de bande dessinée en fait, parce que je suis aussi auteur de bande dessinée. Et des galeries de bande dessinée m'ont dit, bah, Tarek, ça serait bien que tu exposes tes peintures. Et par ce biais-là, j'ai commencé à exposer dans des galeries d'art contemporain. Et dans les galeries d'art urbain, c'est arrivé bien après. Mais ceux qui ont commencé à exposer dans des galeries d'art urbain parce qu'ils avaient une volonté de transformer leur art, qui est visible sur des murs ou dans la rue, en plus petites pièces accessibles à d'autres personnes, je trouve ça louable. Et finalement, s'ils arrivent à passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un facilement, c'est qu'ils sont faits pour. Mais parfois, passer du mur à la toile n'est pas évident pour certains. Et ça se voit, mais c'est pas... Le contexte n'est pas le même aussi. Non, on peint pas de la même... Quand on peint en atelier, c'est pas la même chose que quand on peint dans la rue. Moi, quand je peins dans la rue, c'est pour que ça soit visible par beaucoup de monde, pour que ça soit partagé, vu, et finalement, c'est quelque chose qui va vivre avec l'éthos dans lequel je vais peindre. Quand je peins dans une galerie, seules les personnes qui vont le voir, soit sur Internet à travers les réseaux, soit en étant dans la galerie, ou finalement le propriétaire de l'œuvre, le verront. Mais ce n'est pas la même démarche. Les totems que je peins dans la rue, parfois qui peuvent monter jusqu'à 10 mètres de haut, j'arrive à les faire sur des toiles de 15 sur 15. Donc ce n'est pas une question de dimension, c'est une question de capacité à réduire ou à augmenter la taille de son œuvre. Alors Tarek, c'est le principe de l'émission, je t'ai demandé de venir avec un objet culturel qui te tient à cœur. Je te propose qu'on le découvre ensemble. C'est ce livre ? Oui, je le montre. Vas-y. Ouais. Donc c'est la guerre civile de César. Là, il y a le livre 1 et 2, mais il y a aussi un livre 3, publié chez les Belles Lettres. Donc c'est la version français-latin. J'ai, avec Vincent Pompetti, on a adapté la guerre des Gaules de César. Et là, on entame la suite, donc la suite de la guerre des Gaules. César, suite à la conquête de la Gaule, retourne en Italie, retourne à Rome. Et à ce moment-là, il va avoir ce qu'on appelle la première guerre civile, dans laquelle il va être confronté à Pompée. Et c'est ce qu'on va raconter dans cette seconde bande dessinée. Quand on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, là c'est typiquement ça. Mais je crois que dans ta BD, le titre c'est La véritable histoire. Oui. Alors c'est quoi la différence avec la version de César ? La guerre des Gaules de César, c'est une œuvre de propagande en fait. C'est le grand vainqueur, donc il raconte son point de vue de vainqueur. Et surtout, c'est une œuvre qui s'adresse au Sénat romain, bien avant les moyens de communication qu'on a maintenant. Le livre permettait aussi de faire de la propagande. Et César était un bon lettré, savait bien écrire. Donc quand il écrit la guerre des Gaules, il écrit ce qu'il a envie de raconter. Ce qu'on a introduit, nous, dans notre adaptation, c'est pour ça qu'on appelle ça la véritable histoire, c'est qu'on a introduit toutes les recherches archéologiques sur le monde gallo-romain, le monde plutôt celtique, sur l'armement, sur l'habitat, sur les relations entre les personnes. Et surtout, on a rétabli des choses qu'on retrouve dans la guerre des Gaules de César, mais qu'on a voulu marquer encore plus. Le fait que Vercingétorix est un allié de César pendant toute la guerre et ainsi de suite, fait que notre album est plus proche de la réalité que de l'œuvre de propagande de César. Merci Tarek, c'est déjà fini. Merci encore, on souhaite bonne continuation Paris Toncar, peut-être Paris Toncar 2 par la suite. Oui, qui est là. Et puis nous on se dit au mois prochain pour un nouvel apéro dans un nouvel épisode de À la Rennaise. À bientôt. Donc place Sainte-Anne, parce que c'est un lieu assez vivant où on ne s'ennuie jamais, on voit toujours des choses assez étonnantes. Et il y a toujours de la vie, ça j'aime bien. La porte Mordelaise, c'est un endroit que j'ai apprécié énormément. Il y a le côté médiéval, le côté les vestiges gallo-romains, tout ça, qui font que c'est un endroit que j'aime beaucoup. D'autant plus qu'il y a la muraille qui continue, ça j'aime beaucoup aussi. Le jardin du Tabor, c'est un lieu agréable. J'aime bien y aller, surtout pour respirer et lire tranquillement. Donc c'est vraiment un endroit que j'ai beaucoup fréquenté à une époque. Le musée de Bretagne, ça c'est un endroit que j'apprécie énormément parce qu'il y a des belles pièces. Voilà, j'aime bien y aller de temps en temps pour revoir, redécouvrir des choses que j'ai vues. Le couvent des Jacobins que j'aime énormément. Alors on a fait un événement une fois à l'intérieur et le cloître et tout ça, c'est vraiment un lieu exceptionnel.